Et donc pour évoquer les élections en Ukraine qui viennent de se dérouler il y a 3 jours, dimanche, nous invitons donc Pierre-Alexandre Bouclet. Pierre-Alexandre qui est notre consultant en Europe de l'Est. Bonjour. Alors Pierre-Alexandre, donc on a vu des élections soldées dès le premier tour par 57% pour le candidat auquel l'Europe finalement, ou du moins la France, ne s'attendait pas. Alors en fait, on l'avait un peu soutenu, il était le candidat de l'Occident, si vous voulez. En revanche, c'est vrai que c'est le candidat qu'on n'attendait pas parce que c'est pas quelqu'un qui avait une immense notoriété, il n'a pas un immense charisme politique, en tout cas nettement moins que Yulia Tymoshenko. Et surtout, on pensait que c'était celui qui allait tenir les fils dans les coulisses. Donc son élection au premier tour, 57%, ça ne s'explique pas, encore une fois, parce qu'il était le grand candidat attendu par toute l'Ukraine, mais pour des raisons conjoncturelles, la perte de la Crimée, la déstabilisation de l'Est, et puis surtout le risque d'avoir un entre-deux-tours de 3 semaines qui aurait permis à la Russie ou aux pro-russes dans l'Est de l'Ukraine de continuer la déstabilisation et de mener l'Ukraine à un stade qu'on ne peut pas prévoir, donc peut-être une guerre civile. Donc les Ukrainiens ont fait vraiment bloc en faveur de la stabilité. De consensus, voilà, c'est ça. Et c'est tombé sur lui. Alors Poroshenko, c'était, encore une fois, je dis, c'est quelqu'un qu'on attendait plutôt en coulisses. Il s'est mis en avant. C'est un oligarque. Quand vous dites en coulisses, c'est-à-dire ? Alors en fait, on s'attendait à ce qu'il soutienne le candidat, le boxeur Vitali Klitschko. Et dont on avait plus parlé au moment des révolutions. Dont on avait parlé, qui était présent sur le Maïdan, qui a été reçu par François Hollande. Et si vous vous souvenez, quand Hollande reçoit Klitschko, derrière le boxeur, il y a Poroshenko, mais il n'est pas là en tant que grand. Donc très concrètement, d'une certaine manière, on s'attendait que Poroshenko mette la main à la poche. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il soutienne la candidature du pro-occidental Klitschko. Et finalement, c'est Klitschko qui s'est désisté au profit de Poroshenko. Poroshenko donc est un oligarque du chocolat qui a fait une immense fortune dans le chocolat, dans l'automobile également, mais moins. C'est un type qui a 48 ans et il a une particularité pour les Ukrainiens, c'est que c'est un oligarque qui n'a pas de sang sur les mains. Alors ça, c'est quand même assez... Vous souriez, mais c'est notable là-bas. Les gens ont fait fortune dans les années 90, à une époque où on se coulait dans le béton, on se mitraillait, on se mettait une balle dans la tête, on se faisait suicider du 7e étage. Enfin, c'était une époque hyper violente. Et Poroshenko, apparemment, n'a tué ou fait tuer personne. Les mains propres. Voilà, c'est ça. Donc pour lui, c'est déjà un gros avantage. Son inconvénient, c'est qu'il a une réputation un petit peu mitigée. Parce qu'il faut savoir que c'est un homme qui a fait une carrière dans la politique, dans les médias et dans l'industrie. Et il a aussi, dans la politique, eu cette particularité d'être un fondateur du Parti des régions du président déchu Viktor Yanukovych. Il a ensuite soutenu la révolution orange de 2004, c'est-à-dire les adversaires de Viktor Yanukovych. Il a été le ministre des Affaires étrangères de Viktor Yushchenko, qui était le président ukrainien qui avait été défiguré par une tentative d'empoisonnement, pour rappeler les méthodes un peu violentes du pays. Ensuite, il a soutenu à nouveau Viktor Yanukovych, dont il est devenu le ministre du développement économique. Et ensuite, il a soutenu la révolution de Maïdan. Et maintenant, il est président. Donc ça fait quand même un parcours... sinueux, il n'y a pas de problème pour retourner sa veste. Voilà, c'est ça. Donc, pour autant, il a mis sa télé au service de la place Maïdan, il a mis ses moyens au service de Maïdan. Klitschko s'est désisté en sa faveur, et maintenant, les Ukrainiens ont voté vraiment massivement pour lui, il n'y a aucun doute possible, tout simplement parce que c'est le candidat de consensus, il apparaît comme un homme d'affaires pragmatique. Il apparaît également comme celui qui peut fédérer l'Est et l'Ouest, ce que les autres ne pouvaient pas faire. Et par-dessus tout, il apparaît comme un candidat d'apaisement. Et là, c'est le seul à être un candidat d'apaisement parmi les 18 candidats en lice. Alors justement, 18 candidats. Donc évidemment, en Europe, on connaissait, en France encore une fois, et pays limitrophes, on parlait beaucoup plus de Yulia Tymoshenko, qui a été libérée au moment au bout d'un certain temps. Juste après la révolution. Voilà, de la révolution de la place Maïdan. Et finalement, elle fait un score... 7%. Oui, non, c'est dérisoire, parce qu'on s'attendait à ce qu'elle... Quand elle est sortie de prison, tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit élue dans un fauteuil. Roulant ou pas, mais dans un fauteuil en tout cas. Mais il faut savoir, moi j'étais sur la place Maïdan quand il n'y avait pas encore les violences, et elle avait son portrait géant sur la place. Et les gens, j'avais fait un reportage où je demandais aux gens de juger Vitali Klitschko, le boxeur, et Yulia Tymoshenko. Et les gens disaient tous, il nous faut Yulia Tymoshenko. C'est vital, parce que c'est la seule qui sache faire de la politique comme en Ukraine. Parce qu'elle était surnommée Tigroulia, c'est-à-dire la tigresse, parce qu'elle fait de la politique à l'ancienne, avec beaucoup de violence, avec
elle connaît les rouages de la politique ukrainienne. Elle connaît tout, et puis elle fonce dans le tas. C'est vraiment un char d'assaut, Tymoshenko. Donc, l'ennui, c'est qu'il y a eu 84 morts pendant la Révolution. Et ça a été un choc énorme. Il faut toujours se souvenir qu'au moment de la chute de l'Union soviétique, il n'y a pas eu de mort. Pendant la Révolution orange, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu 2-3 morts anecdotiques, mais pas de... Et pas de civils. Pas de civils et pas de gens qui sont morts comme sur un champ de bataille. Là, il y en a 84. Et Tymoshenko n'a pas pris cette mesure. Donc elle, c'est une oligarque aussi. Hein. Elle est née en 1960 à Dniepropetrovsk, donc dans l'est de l'Ukraine. Elle a été abandonnée par son père à l'âge de 3 ans. Elle s'est mariée avec un ponte du Parti communiste ukrainien, parce que tout le monde était au Parti communiste. Hein. Elle a eu plusieurs enfants, 2 je crois. Et puis elle a fait fortune dans le gaz dans les années 90. Donc elle a fait fortune, là pour le coup pas comme Poroshenko, elle a fait fortune avec les moyens bizarres, enfin violents de l'époque en fait. Hein. Et puis elle s'est lancée en politique, elle a été l'adjointe d'un Premier ministre qui s'appelle Pavel Lazarenko, qui est un mafieux qui est aujourd'hui en prison aux États-Unis. Et puis fortune faite, elle a décidé qu'il fallait... capitaliser sa fortune dans la politique. Même pas. En fait, oui, mais ils faisaient déjà tous de la politique. Mais elle a dit surtout, maintenant, il faut développer l'éclosion d'une classe moyenne, d'une très très grande classe moyenne, pour se tourner vers des standards à l'européenne, entre guillemets, et arrêter avec l'économie opaque. Et elle s'est opposée en cela à l'ancien camp, celui du président Kouchma et de Viktor Yanukovych, qui étaient, eux, partisans des méthodes opaques, d'où Révolution orange. En gros, je vais vite. Hein. Ensuite, elle a été Premier ministre, elle a été... la principale adversaire de Yanukovych en 2010 aux élections présidentielles. Yanukovych lui a mis 2 affaires sur le dos. Une première affaire de corruption et de détournement de fonds, mais ça l'a beaucoup servi, Tymoshenko, parce qu'on s'est aperçu qu'elle avait détourné des subventions européennes pour l'écologie, donc pour des éoliennes en mer Noire, pour payer les pensions des retraités. Donc en fait, oui, c'est pas vraiment le truc qui fait baisser la popularité dans un pays. Ça a été une explosion de popularité, parce qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Ensuite, Yanukovych lui a mis sur le dos une autre affaire, qui est de ne pas avoir fait passer devant le Parlement la hausse des tarifs de Gazprom. Mais en fait, bon, c'est effectivement un conflit d'intérêts. Non, c'est surtout que ça n'a pas été fait dans les règles. C'est-à-dire que Gazprom annonce que Gazprom, c'est l'énergie russe, hein, annonce que les tarifs augmentent. Ben c'est comme ça, il n'y a pas... Il n'y a pas à tergiverser. Hein. Et donc, Tymoshenko l'a accepté, mais elle aurait dû le signifier devant le Parlement et faire voter l'accord ou le refus. Elle ne l'a pas fait. Elle a pris sur elle. C'est ça. Et c'est à cette époque que Poutine avait dénoncé un procès injuste fait à Tymoshenko et qu'il lui avait proposé l'asile politique, mais ça ne l'a pas empêché d'aller en prison. Elle a été libérée après la révolution de Maïdan, et elle est restée dans les anciens standards, c'est-à-dire qu'elle est restée dans la politique guerrière, qui est son mode d'action. Trop violente, pour résumer. En fait. C'est ça. Et en gros, elle a tout de suite présenté son premier communiqué, c'était la présentation de ses condoléances à ses adversaires. Donc c'est quand même... message de paix. Oui, c'est pas le message de paix le plus évident. Et ensuite, elle a fait toute une campagne en brandissant le spectre de la guerre civile. Donc en fait, les gens en ont eu marre, quoi. Ils se sont dit, on n'en peut plus, quoi. Tymoshenko, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Et surtout, elle évoque quand même tout ce passé de corruption et de magouille à laquelle elle était quand même tout à fait partisane et dont les Ukrainiens veulent plus. Oui, voilà. D'où ces 7%. Donc, mis à part Poroshenko et Tymoshenko qui a fait un score plutôt pauvre au regard de ce à quoi on pouvait s'attendre, il y a d'autres figures, ou surtout une. Oui. En fait, oui, il y en a, disons, 2. Il y avait 18 candidats, il y en a 2 qui se dégageaient, qui sont les représentants de la place Maïdan. La plus sympathique, la plus évidente, c'était Olga Bogomolets, qu'on appelait l'ange blanc de Maïdan. Alors elle, c'est une cancérologue qui dirige une clinique de chirurgie esthétique. Donc c'est pas tout à fait, et elle est mariée à un riche avocat, etc. C'est pas tout à fait le profil de la militante politique. Mais elle était tellement excédée par la corruption qu'elle a soutenu le mouvement Maïdan dès le début. Et elle soignait les bobos dans le camp, quoi, donc les maux de tête, les bêtises. Donc elle était au contact directement. Elle était au contact avec les gens. Et puis quand la vraie guerre civile a commencé, elle est restée sur le terrain. Et elle a mouillé la chemise, en fait. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est elle qui sauvait les gens. Hein. Elle a fait, donc pour une cancérologue, elle a fait des opérations, elle a extrait des balles, elle a soigné des plaies, des mains arrachées, des choses épouvantables. Et elle était tous les jours sur le terrain. Et elle a transformé le hall de l'hôtel Ukraine, où résidaient tous les journalistes occidentaux, en hôpital de campagne. Donc tous les jours, on la voyait, et elle allait chercher les gens sur la place Maïdan avec ses ambulanciers. Donc elle a eu une aura, mais absolument formidable. Mais c'est une candidate finalement plutôt symbolique, en fait. C'est ça, elle a fait 1%, tout simplement parce qu'elle n'avait pas un centime pour lancer sa campagne.
et que c'est pas une politique du tout. C'est une figure, mais c'est tout. Donc et en plus elle a refusé un poste de ministre parce que elle exigeait des standards de, comment dirais-je, de transparence, un peu sur les modèles occidentaux entre guillemets, et qu'on n'a pas pu les lui assurer. Donc elle a dit je préfère rien plutôt que de verser dans les magouilles qui vont forcément recommencer un jour, donc plutôt rien. Donc elle s'oriente plutôt vers la société civile. Et en face à face, on a Dmitri Yarosh, qui était le président, enfin le chef de Pravi Sector, donc secteur droit, qui a été le fer de lance de la révolution sur le Maïdan. Ce sont eux, je vous l'avais déjà raconté quand j'étais là-bas, qui ont vraiment sauvé la révolution et qui ont mis en déroute les forces spéciales de la police. Et tout le monde s'attendait à ce que Pravi Sector fasse un score très important, et là encore il fait 1%. Donc tout simplement parce que, contrairement à un Poroshenko qui a essayé d'amener l'apaisement, Pravi Sector a plutôt poussé à l'affrontement. Donc encore une fois, les Ukrainiens voulaient l'apaisement et la stabilité. Oui, la nouveauté par la stabilité au final, parce que les Ukrainiens, on avait un peu marre de tous mourir sous les balles. C'est ça. Les Ukrainiens ne forment pas un peuple violent, en fait. Ils veulent être tranquilles. C'est contrairement à ce qu'on pourrait croire. Merci Pierre-Alexandre pour toutes vos lumières sur l'Ukraine.